Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress en date donc du 5 décembre 2025. Alors, bonne nouvelle, je dirais même très bonne nouvelle. Donc les inscriptions sont de nouveau ouvertes pour notre prochaine formation qui aura lieu donc au mois d'avril, donc du 11 avril qui est un samedi jusqu'au 14 avril qui sera un mardi, ce qui nous a le privilège de pouvoir nous proposer 2 jours où les marchés seront ouverts et on pourra faire des exercices tous ensemble. Donc n'hésitez pas, Michael vous mettra le lien pour donc un rendez-vous pour voir effectivement si la formation vous correspond. En tous les cas, n'hésitez pas. Alors, où est-ce que nous en sommes le 5 décembre 2025? Eh ben, donc, la tendance, ce qu'on appelle le fear and greed. Bon, en tous les cas, la peur. Alors, je vous rappelle que c'était l'extrême peur il y a plus de 15 jours, je dirais même il y a 3 semaines lors de mon dernier billet. Bon, nous sommes en fin d'année et voilà, c'est généralement, alors je dis pas tout le temps, mais généralement la fin d'année peut nous réserver des bonnes surprises. Bon. En plus, on en a parlé il y a 3 semaines, donc il y a quand même de l'argent de côté qui peut être réinvesti sur les marchés US. Et puis, bien entendu, les yeux sont rivés sur quoi? La décision de la fédérale, donc la Fed, donc le 10 décembre, concernant la baisse des taux possible de 0,25 points. Et puis, il faut pas l'oublier, c'est le problème du Japon. Eh oui. Pour l'instant, comme tout le monde a les yeux rivés sur la Fed, et on oublie un petit peu ce qui se passe au Japon. Je dis pas comme quoi c'est la future crise, mais bon. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est l'US dollar par rapport au yen, Japanese yen. Bon, alors on voit que, effectivement, généralement, la tendance du dollar est bien plus montante que la tendance donc du yen. D'où le trading, carry trading, comme on dit en bon français, où effectivement on va emprunter en yens, puisque les taux étaient très faibles, voire même parfois négatifs. On vous donnait de l'argent pour emprunter. Oui, c'est quand même extraordinaire. Et puis, on allait mettre l'argent emprunté sur soit le marché japonais, soit bien mieux sur le marché US. Voilà. Mais ça marche que jusqu'à un certain point. Je vous rappelle, 2024 au mois d'août, qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, il s'est passé que la Bank of Japan avait donc décidé de remonter les taux d'intérêt. Et là, ça change la donne. Là, le retour sur investissement n'est plus tout à fait le même. Donc, à surveiller donc l'US par rapport l'US dollar, par rapport au yen. Et là, on est quand même sur, donc là, on voit en weekly, on vient taper sur un haut. Et si jamais là, effectivement, le cours rebaisse, ben, ça veut dire que le yen va prendre de la valeur par rapport au dollar. Donc là, les intérêts japonais, bon, en weekly. Donc on voit comme quoi effectivement on est remonté à 0,5 points de base, ok, sur les taux d'intérêt. Et si jamais la Banque du Japon a tendance à remonter donc les taux, ben voilà. Donc ayez un œil là-dessus. Vous voyez, on a eu des moments où effectivement c'était quand même la crise quand même. Alors également le GDP. Alors le GDP c'est quoi? C'est le Japanese Gross Domestic Product. Donc ce qu'on appelle en bon français, c'est le produit intérieur brut. Eh ben il ne fait que monter. Bon, ça veut dire il y a valeur, on produit, etc. Et puis, il y a également donc la capitalisation financière des marchés japonais. Et là, on est sur un pic. Bon. Alors, effectivement, est-ce que ça va créer de l'inflation? Puisque effectivement, on va dire que il y a de la consommation, ce qui est pas tout à fait exact, mais il y a de la consommation. Et puis, si ça devient plus cher, voilà. Et puis, les Japonais sont tenus un petit peu en laisse par les Américains, puisque les Japonais détiennent énormément de bons au trésor américains. Alors que les Russes et les Chinois se sont légèrement dégagés.
Alors, effectivement, est-ce que par la remontée des taux d'intérêt, ça va pas appeler les gens à venir trader le yen, à investir sur les marchés japonais au détriment du marché américain? Et là, c'est une petite guerre. C'est une petite guerre. Là, on voit donc, c'est les crédits courants donc de consommation, donc au niveau de consommateurs, du grand public, voilà, excusez-moi, donc sur le marché américain. Bon, bah, on voit comme quoi le taux de crédit a tendance à baisser. On est sous deux valeurs moyennes, la 50 et ici, donc on regarde en weekly, hein, et la 200. Et là, c'est un petit peu inquiétant parce que effectivement, il y a des moments où vous voyez, on a eu la frénésie des années donc 2021 après ce qui s'est passé où on était confinés et tout. Donc, les gens ont beaucoup consommé. Bon, et maintenant aux États-Unis, on peut pas dire comme quoi les gens consomment. Ce qu'il faudrait voir, et je vous l'ai déjà montré, c'est les taux de défaillance. Et là, effectivement, on risque d'être surpris. Donc là, je vous montre également deux courbes. Donc c'est le taux d'inflation américain, bien sûr, on est toujours sur le marché américain de nouveau, et le core inflation rate. Donc le core, c'est moins la bouffe et l'énergie. Alors il y a des fois, ça arrange aussi la Fed de regarder sans l'énergie qui a tendance à monter parce que le pétrole monte et tout, etc. Donc on vire ça, plus l'alimentation. Quand on voit le prix des œufs aux États-Unis, combien, et Michael peut vous le dire de vive voix, le prix des œufs qui a alors bondi d'un prix mais débile, quoi. C'est plus de 50%. Bon. Donc effectivement, sur le coût de revient de ce que fait Michael, ça a un impact, et pas des moindres. Bon. Donc là, en bleu, on voit donc l'inflation, l'inflation qui est aux alentours actuellement, aux alentours des 3. Alors la chose la plus étonnante actuellement, c'est que effectivement, l'inflation corps est légèrement plus élevée que l'inflation générale, qui comprend l'alimentation et l'énergie. Ah, bah alors d'où ça vient? Puisque ça veut dire qu'il y a d'autres formes d'inflation qui augmentent. Et je vous rappelle que plus l'inflation augmente, plus, on va dire, pour un salaire constant, plus effectivement, les gens vont moins consommer puisque c'est plus cher. Petite parenthèse sur l'or. Donc là, c'est directement sur le spot, ok. Donc c'est XAU USD. Donc sur le marché donc du trading des currencies, du forex, pour ceux qui préfèrent le mot forex. Et là, on voit comme quoi l'or est quand même sur des valeurs relativement importantes. On est en bougie weekly. Hein. Bon, on peut voir le MACD et ainsi que le RSI. Ok, ici. On est en surachat. Alors cependant, il y a quand même ici beaucoup de choses qui se passent parce que, a priori, même la Chine achète beaucoup d'or. Alors peut-être pour revendre l'or plus tard, peut-être, ou pour donc mettre le renminbi, qui est la monnaie chinoise, en avant au détriment du dollar. Bon, de toute manière, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Alors également, je vous mets ça, c'est donc le renminbi, donc le CNY qui est le currency, la monnaie, excusez-moi, chinoise, par rapport au dollar. Et là, on est toujours en weekly pour avoir une vision un petit peu plus moyen terme, vous voyez. Là, on est quand même sur un niveau relativement intéressant. On revient tester des valeurs ici. Et puis, on vient tester la 200 semaines. Est-ce qu'on va la casser? Bon, si on voit ici le RSI et si on voit le MACD, même s'il faut faire attention à l'interprétation, parce qu'ils ne vous disent pas complètement la vérité, ce serait trop facile, mais il faut l'interpréter. Mais en tous les cas, voilà, ce sont des choses intéressantes sur ce qui se passe en termes donc de mondialisation des économies et puis également pour ce qui nous intéresse, donc le marché américain au niveau des options. Alors là, vous voyez, je vous ai mis aussi, donc il y a pas mal de macros. Hein. On voit ici, donc on va dire je cherche
bon, en tous les cas, la ventilation, voilà. La ventilation, donc, de ce qui a augmenté sur les produits consommateurs. Et là, on voit comme quoi, donc là, c'est de mois en mois, c'est-à-dire avril par rapport à mars, mai par rapport, etc. Et c'est effectivement le pourcentage du Consumer Price Index, donc de l'inflation, si vous voulez. Hein. Et puis là, on le voit donc sur 12 mois glissants. Donc en août 2025 et septembre 2025. Alors, on n'a pas complètement les chiffres du mois d'octobre et novembre pour la simple unique raison que je vous rappelle qu'on a eu 44 jours hein, où les administrations n'ont pas été payées. Donc, on voit ici que sur l'alimentation et la boisson, on voit que c'est quand même pas rien en termes donc d'augmentation. On voit également pour tout ce qui est ici, l'habitation, que ce soit un appartement ou une maison, c'est un poste relativement important. Et il y a beaucoup dans de grandes agglomérations américaines, les loyers qui ont sacrément monté. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo comme quoi sur des villes moins importantes, il y avait quand même des investissements importants de la part de certains fonds. Et puis là, bah, tout ce qui est appareil, c'est donc les fringues, voilà, les vêtements. Et donc, on voit comme quoi, effectivement, on a une augmentation non négligeable sur septembre et au mois d'août. Le transport, bon. Les soins médicaux, vous voyez comme quoi c'est important, les soins médicaux ont sacrément augmenté. Donc, soit les gens vont moins soigner, soit au détriment peut-être d'autres postes. D'autres postes comme la récréation, où effectivement, il y a aussi pas mal d'inflation. Donc, les gens vont peut-être moins consommer le fait d'aller au spectacle, au cinéma, etc. Et puis, tout ce qui concerne la communication et l'éducation, on voit ici, bah bon, c'est pas énorme, mais c'est bien présent. Et puis, tout ce qui est autres services, bon, bah, vous voyez, comme quoi c'est pas négligeable. Regardez septembre 2025. C'est quand même 4,13%. Et je vous rappelle que dans l'idée, on a toujours ici l'espoir que la Fed puisse baisser les taux le 10 décembre, c'est-à-dire tout bientôt. Alors ici, donc le taux de chômage, oui, en pourcentage. Donc aux États-Unis toujours, donc alors même raison, on n'a pas les chiffres octobre-novembre, donc voilà, ok, mais on voit quand même la tendance. Et cette tendance, vous voyez comme quoi depuis juin, chouf. Alors est-ce que cette tendance va être prolongée? Je dirais peut-être que oui, puisque vous avez entendu comme quoi il y a certaines sociétés américaines qui commencent à lourder, à virer du personnel. Donc, donnez-moi une raison pour que ça continue pas. Donc, faisons extrêmement attention sur le marché américain. Pour ce qui concerne donc cette fin d'année, au 5 décembre, vous voyez donc la ventilation et on voit la performance par capitalisation. Et les capitalisations qui ont le plus performé cette semaine, ce sont vraiment les micros, c'est au-dessus de 50 millions de capitalisation et jusqu'à 100, ok. Donc, belle performance. Les larges, donc c'est jusqu'à 200 milliards de capitalisation, ok. Bon, progression quand même. Les middle, donc on retrouve le Russell 2000 hein, là-dedans, et les mégas, on va dire 0, hein. Bon, allez, 0,25, mais allez, 0 de progression pour cette semaine. Alors, au 5, 12, 25, le put-call ratio. Le put-call ratio, on voit comme quoi il y a forcément beaucoup d'acheteurs, alors forcément parce qu'on est en fin d'année, d'acheteurs de call, donc d'acheteurs d'espoir, et puis moins de protection de portefeuille. Bon, on est à 0,43. Alors, on voit la tendance, bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à utiliser avec modération. Vous avez ici le MACD et le RSI, qui nous donnent une information. Mais on est quand même, vous voyez, on vient tester des anciens plus bas ici. Bon, alors,
Est-ce que cette fin d'année va aller très bien? La Fed va baisser de 0,25 points de base les taux d'intérêt. Bon, voilà. Hein. Et puis que c'est la fin d'année. Et puis à partir de l'avant-dernière semaine, pof, tout le monde va partir en vacances. Et puis voilà, on fera Noël. Et puis le jour de l'an, festivement. Alors, le pourcentage de sociétés composant le SPC 500 qui est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. On est à 60%. Bon, vous voyez, on voit également, hein, là on est en daily. Donc on est au-dessus de la 50, hein, de cet indicateur, la moyenne mobile ici noire 50D, et puis en rouge, bon. Il y a 3 semaines, on était à 0,53. Donc vous voyez, progression. On prépare la fin d'année. Le VIX, alors le VIX, on a eu 2 pointes là, pam, voilà. Et puis on a réintégré ma zone des 18-16, vous voyez. Et puis là, on finit la semaine, puisqu'on est en daily, on finit la semaine ici, en dessous. Bon, et on revient peut-être certainement tester donc des niveaux aux alentours donc des 14. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout va bien. Alors, le pétrole, ben, c'est pareil, hein, vous voyez comme quoi là on a une vision en weekly, en hebdomadaire, donc on finit à 60,14 $ le baril de pétrole, on est toujours à l'intérieur donc de ce canal baissier. Alors nous ne sommes pas des traders donc de crypto-monnaie, mais en tous les cas, bon, on regarde parce que c'est comme le sentiment du consommateur, si vous voulez, c'est quand même adossé là-dessus aussi. Hein. Je vous avais évoqué donc après notre formation, donc c'était vers mi-novembre, comme quoi, bon bah voilà, on testait, on est en weekly, hein, on testait donc ici un canal haussier. Bon, alors avec des plus hauts qui remplaçaient des anciens plus hauts, et puis voilà, bon, tout va bien, Madame la Marquise. Et puis bah, le test de cette ligne oblique de tendance haussière, eh ben, a été cassé. On avait vu ça la semaine de mon billet, et puis bah, la semaine d'après, on a cassé, et là, on est toujours en dessous. Bon. Alors, le FPX, donc en weekly, donc ici, on est en linéaire. Nous venons de clôturer cette semaine sur un plus haut, donc hebdomadaire, puisque là, effectivement, on est bien sur des plus hauts. Hein. Là, on a clôturé ici. Bon. Si nous regardons donc sur une tendance logarithmique, on est, vous voyez, on est toujours, on s'approche de ce haut du canal qui date. On l'a déjà vu, mais je me répète, qui date depuis 2009. Bon. Alors, une chose aussi intéressante, c'est la comparaison donc du silver. Pourquoi? Parce que on vient de voir comme quoi l'or, il y a quand même une tendance de fond. Alors je dis pas comme quoi ça va monter aux arbres, mais en tous les cas, la tendance est quand même là. Et il y a toujours le petit dernier, le silver, qui lui, ben, toujours démarre en retard. Et il est toujours bon donc de regarder ce qui s'y passe. Et là, je vous ai mis donc une comparaison. Donc, on voit tout ça pendant les formations, l'utilisation des outils de comparaison et tout, etc., qui sont des outils, je dirais, quand même super intéressants de comparer quelque chose par rapport à un secteur, un sous-secteur ou par rapport à un compétiteur. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, on voit la comparaison de l'argent par rapport à l'or, donc à travers deux ETF, donc SLV, l'argent, et GLD, qui est l'or. Et donc, ben, on voit comme quoi on vient de casser ici cette semaine, puisqu'on est en weekly, donc ici un niveau de résistance. Bon, il est cassé. Alors, est-ce qu'on va venir ici pour l'argent, venir tester les plus hauts rencontrés ben, sur l'année donc 2021? Au niveau, on voit ça également pendant les formations, donc là c'est sur Stock Chart, on voit, on visualise, donc en plus avec un élément de comparaison qui est le SP500, on compare sur 6 mois, puisqu'on est ici sur 6 mois, donc je ne vais pas revenir une fois de plus le pourquoi du 6 mois, etc. Donc là, on compare l'ensemble des secteurs, et le premier secteur sur 6 mois, bah, ça reste toujours la technologie. Donc le numéro 1,
Le numéro 2, ici, c'est la santé. Donc, par rapport à la roue sectorielle, on voit ça, on est quand même légèrement décalé, mais on est quand même sur la partie, voilà, sur la partie gauche, où on pourrait dire comme quoi c'est un début de récession. Bon. Et puis, il y en a un, les staples, qui est négatif sur 6 mois. Et puis, on le voit, les staples est un secteur où tout le monde se réfugie en cas de doute et de peur, ou bien en cas de récession, parce que même si vous avez l'obligation d'être investi, et ce qui est souvent le cas sur les fonds d'investissement, on préfère investir sur les staples, donc ce que j'appelle moi les couches culottes, parce que c'est ce qui perd le moins. Ça monte pas fort, mais ça baisse également moins fort que les autres. Voilà. Donc, une petite visualisation. Alors, pour la semaine prochaine, donc, on va voir. Donc, le 10 va être une journée un peu chargée. Vous voyez, on est le 10 décembre. Donc, voilà. Donc, on va voir d'abord les projections économiques. Bon. Et puis, surtout, la décision ici, donc des taux d'intérêt. Et croyez-moi que, tout le monde a les yeux rivés dessus. Alors, pendant la formation, c'est vrai que le mardi après-midi, on avait passé pas mal de temps et tout, etc. Et puis, j'avais noté, moi, en tous les cas, une société qui était intéressante à trader. Donc, pas forcément le mardi, c'était le mardi 11, voilà, c'est ça, oui, c'est ça, le mardi 11 novembre, mais en tous les cas, avoir une vue. Alors, BK, bon, c'est pas une petite, hein, c'est donc une bancaire, d'abord. La capitalisation, je crois que, voilà, on a 80 milliards, donc là, je suis sur Yahoo Finance, plus de 80 milliards, ok, de capitalisation, bon, c'est pas une petite. Et puis, on va regarder un petit peu. Alors ça, c'est sur Finviz. Alors Finviz, vous voyez, donc je vous rappelle, on était au mois de novembre, donc voilà. Et puis on venait de taper, c'était le vendredi 8 novembre, et puis on avait fait donc un plus haut, voilà. Et puis paf, bon. Et moi j'avais détecté ça, un plus haut. Alors c'est pas forcément le moment sur lequel il faut y aller. On voit ça pendant les formations. Donc on allait forcément redescendre, donc rejet du prix, trop cher mon ami, donc on baisse et puis on vient tester. Ici, en plus Finviz vous les dessine, les lignes de tendance avec un canal haussier. Bon, et c'est peut-être là où il fallait faire des choses. Bon, à travers, par exemple, si on veut se faire assigner et acheter à mon prix en touchant une prime, en vendant un put, pratiquement à la monnaie au jour donc de clôture de l'option. Donc et là effectivement on touchait l'action au prix qu'on souhaitait et deuxièmement on avait touché une prime aussi. Bon. Et puis maintenant on va regarder. Alors je vous mets ici le cours. Bon. Nous sommes en bougie donc daily et puis là de nouveau on vient de faire un plus haut. Alors pas de beaucoup, mais on vient de faire un plus haut par rapport, je vous rappelle ici, hein, donc après le 11 novembre, le 12 novembre ici on avait fait donc le plus haut donc de cette époque-là par rapport à là. Et c'est là où j'avais évoqué au dernier qui allait partir, donc il fallait regarder. Bon. Il fallait regarder qu'est-ce qui s'est passé. On venait ici tester la 50, et puis voilà, on pouvait se faire assigner, donc, et puis récupérer au prix voulu, donc l'option, et avoir en plus empoché donc une option. Alors bien entendu, je vous rappelle que nous sommes pas donc des conseillers en investissement financier. Donc ce qu'on est en train de vous montrer, c'est à titre pédagogique. Mais en tous les cas, voilà, ceci est un exemple. Alors, parfois, ça peut être aussi intéressant. Donc là, peut-être qu'on va continuer à faire un plus haut. Il va y avoir peut-être un test de la 10 jours en bleu, ok. La tendance de fond, elle est quand même très bonne. Ici, en 200 jours en rouge. Et pour vous montrer, alors bien entendu, pour jouer donc avec
des options dont le cours actuellement est à 114, j'arrondis, 114 $, ok, il faut avoir un portefeuille conséquent. Donc, ceci, ce que je vous montre, ne correspond pas à un compte de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 $. Donc, ceci, je m'en sers comme exemple, mais en tous les cas, ne vous projetez pas là-dessus alors que vous avez un compte à 20 000 $. Non, non, non. Ok? Alors, on peut, la semaine prochaine, voire attendre peut-être un rejet, voilà un rejet, mais imaginons que, parce que je souhaite quand même vous montrer ça en termes d'exemple, imaginez que voilà aujourd'hui le cours est vivant, c'est-à-dire le marché est ouvert, etc. Donc une des possibilités que je pourrais faire, c'est acheter c'est-à-dire que j'attends pas, je veux pas me faire assigner avec des puts et tout, parce que bon voilà, donc je veux profiter de l'élan. Bon alors, j'achète maintenant à 114 $. Donc multiplié par 100, je vous rappelle, donc il faut avoir quand même un gros capital. C'est pour ça que, attention, on ne fait pas ça avec un capital de 20 000 $. Et on voit les règles très importantes pendant les formations. Et nous sommes des rares à l'expliquer donc à travers le savoir de José. Et là, bon, effectivement, donc j'achète 114 $. Bon. Et puis, imaginez, je viens regarder mon tableau de cotation des options et je souhaite vendre un call. Alors un call, oui, un call par exemple en extension, il faudrait utiliser Fibonacci, mais en tous les cas on voit ça pendant les formations. Effectivement, on va dire par exemple 120 $. Alors 120 $, un call 120 pour le mois de janvier, puisque là, bon pour l'échéance du mois de décembre, bon la prime risque d'être un peu ricliquée, donc on va prolongé d'un mois et donc l'échéance mensuelle donc en janvier. Donc je regarde BK, on est sur BK ici, et puis je regarde l'échéance donc du mois de janvier, voilà, 16 janvier, le vendredi, et puis je regarde côté call, c'est ici côté call, voilà, et je regarde donc 120. Bon alors déjà, il y a de l'open interest, il y a du volume, donc ça m'intéresse, ok, et je vois que j'ai juste un spread un petit peu important, mais bon, je souhaite quand même vendre mon call 120 et tout, etc. pour rentabiliser. Donc ça veut dire que vendre un call vous indique comme quoi si le cours est au-dessus de 120 $, vous allez devoir fournir des actions à 120 $. Bon, donc de toute manière, vous ne pourrez pas revendre ce que vous possédez plus cher que 120. Mais enfin, 120 moins 114, ça fait déjà donc combien? Ça fait 6 $. Donc, je vais encaisser déjà le différentiel entre achat et vente, ok? Puisque c'est un contrat d'achat que je vends. Donc, je vends à 120. Donc, vous apprendrez tout ça pendant les formations, la gymnastique d'esprit, voilà. Et donc là, je peux vendre, le dernier prix, c'était à 1,55 $. Donc, ça veut dire que imaginons que je me mette au midpoint ou je me mette au dernier prix, je vends à 1,55 maintenant. Voilà, parce que c'est la cotation actuelle, etc. Donc, je vends 1,55 $, plus si le cours dépasse les 120 $, effectivement, à l'échéance, c'est-à-dire au 16 janvier, si je me fais assigner, je vais gagner 6 $. Donc la différence entre 120 et 114 qui est le prix d'achat, plus la prime. Donc la prime qui est de 1,55. Donc 6 plus 1,55, ça fait 7,55. Voilà. Et puis si jamais je me fais pas assigner donc le 16 janvier, qu'est-ce que je fais? Je vais rouler ma position. Je vais revendre sur février ou sur mars, tout dépendra un petit peu de critères qu'on voit pendant la formation. Et puis on roule, etc., etc. C'est ce qu'on appelle du coverall call, tout simplement. Voilà. Alors également en termes, si ça vous dit, donc il y a vous mettrez ça sur Google, vous voyez, c'est ifree.org, etc. Je vous recommande, parce que c'est une thématique qu'on a regardée et qu'on a souvent, on en a parlé. On a parlé de SMR, qui est une société américaine. On a parlé également, j'avais posté un truc sur UUUU, donc dans l'énergie nucléaire. Et là, je vous recommande
pour les longues soirées d'hiver au feu de bois, devant le feu de bois là. Et donc cet article, bon, il suffit de reprendre ici ce qui est marqué, et c'est très intéressant. Vous voyez, on partage des informations et de l'éducation. Bon, alors également, petite chose, on parlait donc de l'argent et des métaux précieux. Donc là, il y a un petit truc, je vous ai fait un pré-screening, donc avec une capitalisation relativement suffisante, des sociétés optionnables, et puis c'est Other Precious Metals and Miners, donc LMI. Eh ben, vous avez ici donc 5 sociétés. Alors celle-ci, elle est, vous voyez, on a le prix, donc tout ça, on reste dans le domaine du raisonnable pour des comptes plus réduits par rapport à BK. Donc voilà, juste des petites choses à regarder, hein, comme HL ici, donc voilà des minières. Bon, 11 milliards de capitalisation, elle n'est pas énorme, mais bon, voilà. Et puis voilà, PPTA, etc., etc. Je vous rappelle, ce n'est pas de la recommandation, c'est juste simplement le fait de partager d'un point de vue éducatif ce que nous faisons pendant nos formations, voilà, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, nous allons peut-être arrêter là pour cette semaine. Je vais donc vous souhaiter une très très bonne semaine de trading. Donc, je ne sais pas pour la fin d'année si on fera un nouveau billet, je pense pas. Enfin, on verra bien, ce sera la surprise. En tous les cas, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous rappelle, notre prochaine formation, Michael vous mettra le lien donc pour avoir un entretien avec lui. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien les amis. Au revoir.